Ouais, même ressenti. Ça, on va le dire là quand on va commencer, là quand il y aura tout le monde. Par contre, du coup, nous, on n'a pas Ah, ça on y n'a est, je pas le vous le dis. retour avec les notes qu'on avait prises, du coup. Ah oui. Alors, peut-être tu peux l'ouvrir sur ton écran. Parce que si je mets les notes, elles sont visibles pour tout le monde vu que je partage. Et c'était, mais elles sont pas à part dans celui qu'on avait là. Elles sont en commentaire en bas. Je te le remets dans le chat. Attends. J'y suis, mais il faut juste que je vois comment on met les commentaires. Bon, en fait, tu vois, en bas, tu as une sorte de truc. Tu peux le tirer. Et là, tu vois les commentaires. Et Ah, ok. dans le premier, là, il n'y a rien. Donc, c'est normal qu'on n'en voit pas. Ouais, cliquer pour ajouter les trucs. Ok. Je vais. Très bien. Ok. C'est bon pour moi, comme ça je peux suivre aussi avec les notes qu'on avait prises. Nickel. Est-ce Ok. que Yann est là aussi? Ouais. Il a Ouais, même mis ok. sa vidéo. Dr. Click. Du coup, je vais couper ma caméra. Je vais passer en mode plein écran. Je vais pas couper mon micro, mais normalement, il n'y aura pas de bruit autour de moi. Comme ça, s'il faut intervenir, ça m'évite de faire alt-tab. Et je vous laisse la parole. Ouais, déjà, si tu peux expliquer à tout le monde comment ça va se passer là pour le déroulé, comment ils peuvent intervenir, etc. Et ton rôle à toi. Ouais, je vais effectivement rappeler mon déroulé. Et peut-être, je sais pas, Alain, si tu veux intervenir rapidement, parce que l'idée de cette session, c'est aussi dans le cadre d'un événement à venir avec les éditeurs. En tout cas, sur la session en particulier, l'idée, c'est que ce soit en deux parties. Une première partie plus présentation, où Yann et Olivier vont parler de manière un peu générale de comment présenter à un éditeur. N'hésitez pas à noter vos questions directement dans le chat, celui-là ou un autre. Et après, on aura une session questions-réponses. Donc là, vous pourrez plus interagir. L'idée étant que d'ici 1 heure et quart, on s'arrête. Donc c'est le genre de sujet où on pourrait tenir 2 heures. Donc voilà, on va essayer de cadrer un petit peu au niveau du temps. Alors, c'est moi qui ferai le gardien du temps. Juste pour moi, 19h45, je sors. Hein. Je laisserai Olivier finir, mais je peux pas être. Ouais, non, mais c'est pour ça. L'idée, c'est de faire le gardien du temps. Donc si tout va bien, on aura fini à ce moment-là. Mais au pire, c'est noté, tu sors. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alain, tu veux rajouter un petit mot ou pas sur le contexte, peut-être les sell sheets ou pour les éditeurs, ou on se lance? Si tu parles, on t'entend pas. Bon, du coup, je prends ça pour un pas besoin. Mais l'idée, voilà, c'est de bien écouter. Cette présentation, c'est aussi pour vous donner des outils pour la rencontre éditeur qui aura lieu bientôt. Et je propose de se lancer. Ah bah, il y a du monde que je connais dans les connectés. Du coup, on va commencer. Donc, on va se présenter quand même rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, je suis Olivier Mailly, donc je suis à la LIF. Je suis également au conseil d'administration de la LIF. Et je suis aussi président de la Société des auteurs de jeux. Et donc, maintenant, je suis auteur à temps plein et j'ai 11 jeux qui sont sortis et quelques-uns dans les tuyaux. Voilà. Et donc, je suis accompagné de Yann. Bonsoir. Eh ben, Yann Parevel, représentant du CA de l'Union des éditeurs de jeux, éditeur depuis quelques années maintenant, et ravi d'être là parmi vous ce soir. Donc, l'idée, en fait, c'est d'essayer d'avoir moi mon côté auteur qui fait des festivals depuis 2011 maintenant. Et donc, j'ai l'habitude de rencontrer et de faire des rendez-vous avec des éditeurs. Donc, l'idée, c'est un petit peu de vous partager cette expérience. Donc, moi, du côté auteur,
Et Yann, lui, va vous partager, lui, son expérience, plus côté éditeur. Voilà. Euh, donc, la première chose là qui est notée, c'est euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un peu stressés à l'idée d'aller rencontrer des éditeurs, mais il faut juste vous rappeler qu'en face de vous, vous avez des êtres humains. Donc, ce sont des gens, franchement, qui sont à chaque fois bienveillants, qui vont pas chercher à vous mettre mal à l'aise et qui sont là, comme vous, pour essayer quand même de passer un bon moment en fait. L'idée c'est pas de vous casser ou quoi que ce soit, donc faut vraiment y aller confiant. Si vous êtes confiant avec votre jeu, il y a pas de raison en fait que ça se passe mal. Yann, qu'est-ce que tu veux rajouter? Pour l'instant, je n'avais rien à rajouter, c'est parfait. Juste que tu as raison, qu'on a déjà fait des rendez-vous ensemble, que fatalement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Au niveau des informations, j'attends qu'on avance un petit peu plus pour rentrer peut-être plus dans le vif du sujet. Sachez quand même que euh, quand vous présentez un jeu, vous devez le présenter comme si vous le présenteriez à quelqu'un de lambda à qui vous essayez de le vendre avant tout. Si vous espérez en tout cas être édité. Et après, moi ce que je trouvais intéressant quand on avait préparé là l'atelier, c'est toi le côté aussi éditeur où finalement tu te retrouves dans une autre situation parce que toi aussi derrière tu dois faire des présentations. Je te laisse la parole du coup là-dessus. Mm. En fait, il faut bien se rendre compte d'une chose super importante, c'est que quand vous allez présenter un jeu à un éditeur, l'éditeur, ce n'est qu'un, entre guillemets, ce n'est qu'un intermédiaire dans le monde du business qui vous attend derrière. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous allez lui donner les clés pour essayer que lui, à son tour, puisse vendre, lui ou elle, puisse vendre à son tour le jeu à son distributeur, à d'autres partenaires internationaux, voire locaux aussi, les boutiques notamment, plus c'est simple, plus ça sera facile. Donc plus vous lui facilitez la vie sur toute la chaîne parce qu'une fois que l'éditeur aura fait son travail et aura partagé l'idée, le projet, l'idée d'édition ou le projet d'édition en cours, à partir du moment où c'est partagé à l'éditeur ensuite le partage lui-même à son distributeur, qui le partagera aussi à ses partenaires, et etc. Donc vous êtes au départ de toute une chaîne de communication qui va enclencher des actions, des actions d'achat, du business et puis des actions de refus aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prototypes qui sont vus la première fois et qui sont optés par l'éditeur parce que l'éditeur trouve le projet cool, mais qu'ensuite il doit, en plus de l'essayer de son côté, il doit aussi s'assurer que le reste du marché suive. Alors évidemment, tout dépend de l'éditeur, de la taille, de là où il est, de sa renommée, de son ouverture sur le monde ou pas. Ça peut être très local aussi, mais si vous êtes dans l'objectif d'être édité, rappelons quand même qu'on est sur un marché de masse, que, en dessous de 5 000 unités, c'est très compliqué de vivre pour un éditeur grâce à un jeu. Donc le but, il est très simple pour un éditeur, c'est d'essayer de faire que son jeu soit le plus diffusé. Plus il y a d'unités derrière, plus il y a une possibilité de rentrée d'argent et plus il y a de possibilités de rendre tout le monde content derrière. Rappelez-vous que ça reste un business. L'édition pour le plaisir existe, il y en a toujours, heureusement d'ailleurs, on peut s'auto-éditer et cetera, mais c'est pas forcément, ce qui est recherché par la majorité des éditeurs qui sont là et qui possèdent le marché. Les unités, oui, c'est le nombre de boîtes produites, pas forcément vendues. Il y a une grosse différence là-dessus, c'est que, alors je ne sais pas si on réagit dans le chat en direct parce que du coup, il y a des questions qui tombent en même temps. Comme Mais tu le en sens, gros si tu veux les prendre à la volée, vas-y, et sinon on parle à la fin. C'est toi qui OK. décides. En gros, ce qui va être intéressant tout d'abord pour un éditeur, c'est d'assurer un tirage parce qu'à partir du moment où le tirage est fait, ça veut dire qu'il a eu une commande de la part d'un distributeur. Et donc, lui, sa marge, elle va être calculée à ce moment-là. Les ventes, une fois que le jeu est en boutique et si le jeu ne se vend pas, ça, c'est techniquement plus trop son problème, même si après, il peut y avoir des retours, des changements de boîte. Par exemple, un jeu qui fonctionne très bien dans un pays, mais pas du tout dans un autre, on peut reprendre les boîtes, changer la boîte ou changer les règles ou etc. et le remettre dans un autre pays. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en derrière. L'acte de création d'Autora, il est vraiment au tout début d'une chaîne monstrueuse qui implique facilement des milliers de personnes derrière.
sur des produits, directement ou indirectement, hein, mais c'est vraiment le tout début d'une démarche qui implique beaucoup de monde. Tout à l'heure, tu Donc disais un truc intéressant. Je me permets parce que comme ça je fais un lien avec la slide d'après. C'est, quand tu vas voir un éditeur, il y en a qui font des jeux pour se faire plaisir, mais c'est un business avant tout. Hem Et du coup, il y a la question de l'objectif là-dedans. tout Pourquoi on à va fait. voir un éditeur? Tout à fait. Après, je veux pas monopoliser la parole, mais en gros, il y a, une finalité avec votre prototype. C'est-à-dire, il faut bien être lucide par rapport à ce que vous en attendez. Si vous attendez que votre jeu soit alors parce qu'il y a, c'est très, 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 très niche ou alors, niche, ça c'est que ça parle à très peu de monde, c'est très, très, très spécifique ou c'est très compliqué à éditer ou, c'est au contraire très, très débile et du coup, c'est, parce que c'est votre kiff à vous, c'est une démarche différente de ceux qui veulent être édités pour être, produits. C'est pas, on n'a pas la même démarche. Au niveau des auteurs, souvent, la différence ça n'est pas toujours, saisi, mais il y a des jeux qui sont faits pour être commercialisés, il y a des jeux qui sont faits pour être, auto-édités et il y a des jeux, enfin, comme j'ai fait aussi le parcours auteur, il y a des jeux qui sont là, mais qui ne fonctionnent que sur votre cercle d'amis et c'est très bien, hein, ça n'enlève aucune qualité au jeu. Il y a d'ailleurs, je peux le dire, hein, sans trop de problème, il y a énormément de jeux qui sont juste moyens, qui sont édités, mais j'ai vu énormément de perles aussi qui n'ont jamais été édités justement parce que, voilà, les objectifs de la distribution et de la grande distribution sont complètement différents en tout cas, peuvent différer de votre projet initial. Il y a aussi une question de temporalité parce que il y a des fois on va présenter un jeu à un moment donné. Peut-être que c'est le bon moment en fait, mais si on l'avait présenté un an plus tôt, ça aurait pas du tout pris, ou même un an plus tard, ça aurait pas pris. Donc il y a aussi une question de temporalité qui est. Ouais, il y a un peu de chance aussi quand même dans le parcours de Toujours. l'édition. C'est est-ce qu'on tombe aussi au bon moment? Qu'est-ce qu'il y a aussi en face de nous? Parce que ça peut arriver à un moment donné qu'un éditeur doive faire des choix en fait parmi les jeux qu'il a sélectionnés. Il sait qu'il doit sortir maximum 3 jeux. Et là, il en a 5. Il faut qu'il sélectionne. Ben peut-être que face à vous, il y a des jeux qui font des hits et du coup, ben vous êtes juste mal tombé parce que vous étiez dans une shortlist qui était très forte. Et malheureusement, c'est pas passé. Alors si vous aviez été dans une autre shortlist, peut-être que cette fois-ci le jeu serait passé. Donc voilà, il y a cette notion malheureusement qu'on peut pas maîtriser, mais qui fait malheureusement aussi partie du jeu. Voilà. Pareil pour revenir là sur les entretiens qu'on fait avec les éditeurs, il faut pas oublier que quand on va rencontrer un éditeur, notamment en festival par exemple, il va avoir dans la journée 10-15 rendez-vous. Donc l'idée, c'est quand même de réussir à se démarquer. Donc quand vous arrivez avec votre jeu, il faut que vous ayez un pitch qui soit percutant en fait. Et il faut que lui derrière, ce soit quelque chose dont il se rappelle pour justement, s'il veut garder un prototype derrière, il y ait une phrase qui l'ait un petit peu marqué et il va dire ah bah voilà, là je vais vous montrer, c'est le jeu où tu dois faire ça, ça, ça. Et parce que c'est une phrase un peu choc et qui permet justement de qualifier le jeu et de lui donner déjà une première force, qui est la force d'avoir envie de voir ce qu'il y a derrière et d'avoir envie d'essayer. Ce qui est Et je important, oui, Vas-y, vas-y, je t'en prie. j'allais arriver à la slide, sur laquelle on est. Ce qui est important là-dedans, c'est de cibler. Je vois les questions passer en même temps, je pense qu'on y reviendra après. Il y a beaucoup de questions, pour lesquelles on devrait pouvoir répondre sur une partie des slides. Mais j'essaye du coup de rebondir sur le slide qu'on a en ce moment. Merci pour le switch. Mais du coup, dans cette démarche de savoir exactement, quel produit vous avez, il faut que vous cherchiez à quel éditeur ça pourrait correspondre. Si ce jeu était édité, quel éditeur serait le plus à même, de le faire ou chez qui vous auriez envie de le faire? Alors des fois, c'est pas compatible, il faut un petit peu se renseigner, mais en général, si vous connaissez un éditeur, c'est que vous savez à peu près ce qu'il peut éditer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'amener d'autres produits, mais il faut bien se rendre compte que l'éditeur a une place à alors je parle souvent de l'international, c'est pas pour dénigrer les éditeurs francophones, c'est qu'en fait, comme je le disais juste avant, sur un marché de masse,
Là, en France, en général, sur une première implantation, 5000 c'est déjà pas mal, mais 5000 pièces, on n'en vit pas en tant qu'éditeur. On commence à en vivre à partir de, ouais, 10 000 pièces, si on est tout seul, ou ça dépend aussi de la taille de l'équipe. Donc voilà, il faut vraiment choisir un éditeur qui corresponde à ce que vous voulez faire, et surtout faire attention un petit peu à sa gamme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire de nouvelles, c'est régulier. Les gammes, en général, dans le jeu de société, ne tiennent pas énormément, sauf quand c'est des grands succès type Unlock, mais il y a une gamme, ça peut être 2 jeux, ça peut être 3 jeux, hein. C'est juste, un format de boîte, un prix et un matériel assez proche, ou des mécas assez proches. Donc l'idée, c'est vraiment de bien cibler son éditeur, et surtout de trouver chez cet éditeur à qui vous allez parler. Parce Mmh. que vous allez vous retrouver devant plein de personnes. Des fois, ça m'est déjà arrivé en tant qu'auteur de pitcher un jeu à quelqu'un qui était pas du tout là pour le sourcing. J'ai découvert qu'il était animateur après. Donc là, il y a eu une vraie erreur de casting de ma part, et ça paraît tout bête, mais juste savoir à qui vous parlez, c'est déjà pas mal. Surtout si vous connaissez la boîte, n'hésitez pas à rassurer aussi l'éditeur en lui expliquant, ce que vous avez vu chez lui qui pourrait faire penser à un jeu qu'il a dans sa gamme, ou au contraire, quelque chose qu'il n'a pas dans sa gamme, ça peut être mieux. C'est toujours bien de montrer que vous vous êtes intéressé à celui qui pourrait éventuellement vous éditer derrière. Et évidemment, il y a la question de la temporalité qui a été donnée avant, et de la mode, mais c'est la même chose. C'est qu'il y a Alors en général, c'est le thème. Le thème peut être assez décisif, surtout s'il est très fort dans votre mécanique. Il peut être assez décisif sur un choix de oui ou non. Mais il y a pas que ça, il y a des modes de mécanique, il y a des modes de matériel aussi. On a eu, les, Roll and Write, donc les jeux avec stylo, pendant un moment, et on en a encore. Il y a eu une grande mode récemment où il fallait absolument avoir son Skyjo aussi de son côté. Enfin, voilà, c'est régulier. Vous prenez les jeux qui marchent bien, et fatalement, les éditeurs essaient d'en chercher un. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un produit qui correspond, mais que s'il correspond, vous allez sans doute attirer l'attention de l'éditeur un petit peu plus. Je voudrais juste revenir sur la slide d'avant là, parce que il faut juste se rappeler que comment dire, pour présenter son jeu, en fait, l'idéal c'est quand même d'aller en festival, de commencer en fait par les festivals, parce que ça vous permet d'aller voir justement sur les stands des éditeurs, justement d'aller voir tout de suite le bon interlocuteur, de demander qui est au sourcing et d'avoir son contact direct, de pas passer par la case info ou contact ou je ne sais quoi, et votre mail il risque d'être perdu. Et en plus, quand vous enverrez un mail à cet éditeur par la suite pour lui proposer soit le jeu que vous aurez réussi à lui pitcher, soit pour lui demander un rendez-vous sur un autre festival, il vous aura déjà vu. Et forcément, quand on connaît même juste de visu la personne, on a quand même plus de chances d'avoir son mail qui est lu et qui est pris au sérieux. C'est pour ça que moi, ça fait par exemple là des années que je suis en festival, et des fois en fait, même si j'ai rien forcément à proposer à l'éditeur, je vais aller le voir juste pour dire bonjour, pour garder avoir des contacts. Voilà, vous imaginez, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu, donc il y en a avec qui on a un peu plus d'affinité, on discute aussi en dehors des rendez-vous. Mais c'est bien aussi, c'est de prendre un petit peu la température pour dire, voilà, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui changent un peu là dans la maison d'édition? Est-ce que vous vous ouvrez un peu vers des nouveaux jeux ou quoi que ce soit? Parce que des fois, tu peux avoir une ouverture de gamme. Et là, par exemple, c'est ce qui vient de m'arriver pour Vichy, où là, j'ai un éditeur qui m'a contacté pour me dire, bah voilà, Olivier, on s'ouvre aux jeux enfants, et comme on sait que tu fais des jeux enfants, à Vichy, n'hésite pas à m'en montrer. Alors que j'en aurais pas spontanément montré parce que je sais qu'il n'en faisait pas trop. Et donc, c'est ça, les contacts en fait réguliers, de savoir ce qui se passe, etc., et de vous montrer au début et qu'ils sachent qui vous êtes, ça va donner aussi plus de facilité dans les échanges et dans les relations que vous allez avoir avec les éditeurs. Donc c'est sûr que maintenant, pour moi,
qui ait plus de contacts et qui les voit régulièrement, c'est plus facile quand j'envoie un mail, je sais qu'ils vont me prendre au sérieux, surtout que bah voilà, ils savent comment je travaille, j'ai des jeux édités, donc forcément c'est plus facile que quand j'ai débuté et qu'ils me connaissaient pas. Et qu'en gros, bah il faut faire un petit peu ses preuves, de montrer que bah oui, on sait ce que c'est un jeu de société, on est capable d'envoyer des règles et un jeu qui tourne et que bah, l'éditeur il va pas perdre de temps en fait en essayant le jeu. Voilà. Je vois On une. parlait, Oui, vas-y, ouais, vas-y. j'allais juste dire parce qu'on parlait aussi de la période, c'est que euh, on en avait discuté avec Yann, c'est que aussi il y a des moments où il faut penser à comment dire prendre des contacts en festival par exemple, et puis après envoyer des mails, faire des propositions. Euh, et il y a des périodes qui sont un petit peu propices à ça, notamment avant Cannes, parce que Cannes est déjà préparé, donc plutôt à partir de mi-janvier, fin janvier, et puis vers mai-juin, qui étaient les périodes qui étaient un petit peu creuses et qui permettaient d'avoir un petit peu plus d'attention au niveau éditeur. Alors, je voudrais juste répondre à deux, trois bouts de questions qui sont tombées là dans le chat. Il y a Pierre-François qui demande comment on peut faire pour anticiper les effets de mode. C'est super simple. Il suffit de voir ce qui se fait sur le marché. On a clairement des périodes, à certains moments, où on voit des thèmes, notamment, qui sont prépondérants, des mécaniques qui marchent très très bien. Quand à un moment, l'intégralité du marché se met à faire du roll and write, c'est qu'il y a une vraie demande là-dessus. En général, si vous voyez qu'il y a beaucoup de jeux sur le marché avec des roll and write, ça veut dire que c'est déjà trop tard, en fait. C'est déjà un peu tard pour proposer en essayant de surfer sur l'effet de mode. Mais il faut essayer d'être au maximum en avance sur les mécas qui vont être demandés, sachant qu'évidemment, l'originalité prime très souvent. Donc c'est pas forcément bien de suivre la mode. Par contre, c'est plutôt bien d'essayer d'éviter tout ce qui est déjà surabondant dans le marché. Typiquement, le roll and write, par exemple, c'est plutôt compliqué parce qu'à partir du moment où tous les éditeurs ont un jeu de ce type, bah, ils vont essayer de passer à autre chose. Faut bien se rendre compte qu'un éditeur, pour essayer de toucher un maximum de partenaires à l'international, il va essayer d'avoir dans son catalogue un maximum de jeux aux mécaniques différentes. Il va éviter d'avoir 2 fois le même type de jeu. Si, bah, par exemple, chez Happy Baobab, si on a un roll and write, on va pas en prendre un deuxième, on va éviter d'en prendre un deuxième, donc ça élimine déjà un petit peu ça. Ce qui veut dire qu'en fait, les effets de mode, c'est plutôt des choses qu'il faut éviter. Quand c'est sur le marché, ça veut dire que c'est déjà, bien tard pour essayer de proposer un jeu, du même ordre, en tout cas. Ça veut pas dire que ça passe pas, c'est juste pour optimiser vos chances, hein. Et je reviens aussi sur ce que demandait Lali, 5 000 pièces ou 10 000 pièces. L'ordre de grandeur, c'est très, très simple. Aujourd'hui, un Spiel, ça peut être plusieurs millions de pièces en boîte. Ça peut être plusieurs millions, d'unités, à l'international. En France, avant, il y a quoi? Il y a un peu plus de 10 ans, c'était très facile de placer 5 000 pièces, dans les boutiques spécialisées et un peu en grande surface. Aujourd'hui, on tend plus sur du 3 000 voire 2 000. Donc ça diminue parce que trop de sorties, parce que trop de jeux et cetera. Donc aujourd'hui, quand on a une implantation sur un, sur un jeu, sur une, dans les boutiques spécialisées, on est plus sur du 2 000-3 000 pièces, quoi. Et le Spiel, c'est le Spiel des Jahres, bien sûr, désolé pour la précision. Ensuite, on avait la médiagénie des projets. Alors, s'il y en a qui ne comprennent pas forcément le terme de médiagénie, en fait, c'est l'approche par le. Ah, comment expliquer ça? C'est presque le positionnement enfin, structurellement, les caractéristiques d'un projet vont lui Ouais, donner c'est un un certain peu. positionnement. Ouais, oui, ça, on parlerait de positionnement plus que de médiagénie parce qu'on reste sur des jeux de société quand même. Ouais. Mais Oui, pourquoi pas? c'est un Pourquoi abus de pas? langage, Non, effectivement. non, je pense que ça peut coller, mais le problème, c'est que le concept de médiagénie, il est assez étoffé. Mais oui, en gros, c'est qui peut positionner votre jeu selon les critères principaux. Faut pas se leurrer quand vous présentez votre jeu. Un éditeur, normalement, ça veut, encore une fois, ce ne sont que des infos globales, ça veut pas dire pour tous. Mais normalement, il y a une culture minimale, syndicale, qui est par rapport à ce qui se vend, par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui est à la mode. Ça veut pas dire qu'ils sont toujours bons. Ça veut dire qu'il y a toujours des tendances qui en sortent. Et en gros,
ce que vous allez proposer comme jeu, comme expérience, l'éditeur n'a pas besoin d'y jouer entièrement. Parce que, encore une fois, comme pour ses partenaires, il va arriver et c'est vraiment, je dirais, les 5 premières secondes qui comptent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le jeu, comment il présente sur la table. C'est devenu vachement important la présence sur table depuis Colt Express en partie, sur la verticalité notamment, et la présence sur table donne énormément d'indices. En fait, quelques cartes devant quelques places vides, on comprend tout de suite qu'il y a des cartes par joueur, donc il va y avoir des échanges ou du travail de combo et cetera. Donc on capte très, très vite la mécanique de base et c'est ce qui nous intéresse à la base. On sait tout de suite, dans les 5 premières secondes, si un jeu peut éventuellement, si ça vaut le coup de creuser plus loin. Donc faut pas s'offusquer là-dessus et d'aller très vite à l'autre produit si on voit que l'éditeur n'est pas intéressé sur le premier produit. Ça va plus loin que l'ergonomie et l'iconographie, c'est-à-dire que même sans avoir de détails graphiques sur le fonctionnement du jeu, sa disposition sur la table, juste d'avoir les éléments sur la table, est-ce qu'il y a des dés, combien? Enfin, il faut savoir que quand on regarde un jeu, d'un point de vue éditeur, la plupart du temps, on voit les choses très simplement. Aujourd'hui, bon, allez, j'y vais franco. Aujourd'hui, pour un jeu qui sort dans le commerce, alors c'est peut-être plus complètement vrai, mais ça va vous donner un ordre d'idée. Un jeu qui sort dans le commerce, c'est 25, ça à 25 € à peu près. Ça veut dire que la boîte a coûté en gros, sortie de Chine, 4 à 5 $ US, hein, pas euros. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, quand on voit un dé, on voit: «Ah, il y a 50 centimes là. Ah, il y a la boîte de cette taille, là, rien que la boîte fait quasiment 1 à 2 $. Ah, là, il y a, beaucoup de cartes. Ah, là, il y a machin. Est-ce que ça correspond à mes besoins actuellement et à ce que je peux faire actuellement produire? Donc c'est vachement important. S'il y a que des cartes, c'est très bien, mais par contre, s'il y a que des cartes placées, comme un Uno avec des mains, on sait tout de suite que c'est un Uno. Enfin voilà, le positionnement est donné directement. Le thème a une importance, mais vachement moindre. Et je sais que c'est un truc auquel beaucoup d'auteurs de jeux tiennent et je les comprends. Je ne peux que comprendre parce que, on peut développer un jeu depuis une méca vers un thème ou d'un thème vers une méca. Enfin, il y a plein de façons de développer son univers, puis on veut ramener quelque chose qui raconte une histoire, souvent. Et il faut faire vachement attention à ne pas l'imposer trop fort. C'est bien qu'il soit en sous-jacence, mais par exemple, j'ai le cas récemment d'un jeu où avec des animaux qui va finir avec un thème de ville. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que par rapport aux demandes et aux attentes, encore une fois, des distributeurs, rappelez-vous que l'éditeur n'est qu'un intermédiaire et que c'est quasiment lui qui fait le plus de boulot avec vous, qui fait le produit en tout cas. Il faut que l'éditeur puisse, s'assurer que les distributeurs vont prendre son jeu. Donc il y a des thèmes sur lesquels, clairement, tout le monde n'est pas prêt à partir. Si vous amenez un truc sur je sais pas moi, l'inquisition espagnole, ben oui, c'est sûr, ça va être très compliqué. Par contre, est-ce qu'on peut pas juste en faire, un truc avec des animaux et ça marche tout aussi bien? Ça peut. Il faut être souple là-dedans. C'est bien de tenir à son univers, mais il faut pas hésiter à écouter, ce qui est transmis par les éditeurs parce que leur vision du marché vient de là et leur expertise doit venir de là. Et le jeu, il sera pas choisi par rapport au thème que vous aurez pris. Il sera Jamais. avant tout choisi parce qu'il tourne bien et qu'il y a une mécanique qui est intéressante. Après attention, sur un thème extrêmement original, si la méca est tout aussi originale que le thème, ça peut faire le taf, mais c'est un plus. On ne demande pas, on va pas demander un jeu avec des animaux. On va prendre un jeu, on va voir si on peut l'amener sur le thème des animaux, par exemple. Mais on cherche rarement un jeu sur les animaux. Par contre, on cherche un jeu de pli. Oui, ça c'est sûr. C'est peut-être assez intéressant de pouvoir présenter son jeu aussi aux distributeurs, type les sourceurs. C'est des gens qui sourcent pour les éditeurs, en fait, pour les éditeurs. Si vous avez un rendez-vous éditeur, si vous avez un rendez-vous de présentation chez un distributeur, c'est que vous allez pas il y a un intérêt pour le distributeur de passer chez un de ses éditeurs. Ça peut être intéressant, le problème, c'est que les contacts vont être extrêmement compliqués à avoir, Mmh. c'est un processus long et ça veut dire qu'ensuite le distributeur va prendre un de ses studios pour lui imposer, le jeu s'il a lui envie de le faire. C'est pas la manière la plus,
la plus C'est sympa de rarement faire. vu quand même, hein. Ouais, tout à fait. C'est Mais ça peut arriver, tu vois, c'est soulevé dans le truc, ça peut arriver. Le problème, c'est que rappelez-vous que l'éditeur, il avait un rêve à la base, c'était de faire des jeux comme lui, il le voulait, et il y a un auteur et un distributeur qui lui disent exactement quoi faire. Donc, c'est très compliqué comme position. Oui, il y a une question d'Alex, enfin une question de remarque d'Alex qui est la recherche du ludonarratif, c'est pas un peu vain au final? Alors, oui, et ça dépend quoi. Sachant que mais là, c'est pareil, on n'est plus dans la sell sheet qui est le sujet du soir, donc je vais aller très vite là-dessus. Un jeu qui est narratif va demander une immersion liée à une culture, voire à du langage, et ça complexifie énormément l'édition du jeu et sa diffusion. Donc ça peut être très compliqué, mais ça dépend quoi. On pourra en parler plus tard, s'il faut, quoi. Et si évidemment, comme dit Ludo, si les mechas sont imbriqués dans le thème, c'est évidemment toujours un chemin possible. Par rapport à la rencontre, de savoir s'écouter, tout ça, quand on fait des rendez-vous, Olivier, on a fait Ouais. pas mal de rendez-vous ensemble maintenant. Mmh. Hem, On en a même fait en anglais du coup. ouais. Ah, on en a C'est fait pas le grave en plus anglais parce que, c'est pas le plus simple, mais je travaille pour une boîte coréenne et donc du coup, on présente les jeux également aux Coréens en même temps et il faut vraiment faire attention, enfin, quand vous êtes là pour présenter le projet, c'est très bien. Rappelez-vous que ça peut être perçu en 2 secondes, même si vous avez passé des années à travailler dessus. En 2 secondes, l'éditeur, bah, j'ai dit 5 tout à l'heure, mais sans doute 5, mais l'éditeur sait si ça va être pour lui ou pas. Alors il y a plein de méthodes polies de dire non, notamment, c'est pas dans notre gamme ou on a un jeu qui ressemble, ce qui est souvent vrai. Mais, il y a aussi toute l'écoute qui est: attendez de savoir ce que va vous faire comme retour l'éditeur. Il faut jamais s'offusquer. Ils ont été souvent à votre place, ils ont souvent été auteurs ou présenté des protos, ils savent que ça peut être douloureux. Ils Soyez le plus humain possible et surtout soyez bien à l'écoute parce que les informations que vont vous donner un éditeur, qui ne prendra peut-être pas votre jeu, c'est peut-être ce qui va vous permettre plus tard de toucher un autre éditeur avec le même jeu. Bah, je voulais aller sur toi, Olivier, justement. Au revoir. ouais. Ah excuse-moi, en fait c'est Halloween, il y a des enfants qui sonnent. Ah, je sais, ça arrête pas depuis tout à l'heure, ça me saoule! J'ai cru que c'était ma femme qui avait oublié ses clés, donc j'allais ouvrir, mais Un bonbon ou un jeu? j'ai pas mes enfants là, donc du coup, je vais pas avoir des enfants qui arrivent à la maison, ça va pas. Ouais. J'ai réussi à me débarrasser des miens. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, Bah, c'était du coup, quand on fait des rendez-vous, Olivier, il y a oui, souvent des jeux que tu me ramènes, on présente le proto, on discute, on se marre. N'oubliez pas de vous amuser aussi quand vous faites ça, vraiment. On oui. est tous là pour passer un bon moment, c'est ultra important. Et donc Olivier présente son jeu. En général, c'est plutôt efficace. En 30 secondes, je peux te dire si on creuse ou pas. Et ensuite, on discute de ce qui va ou de ce qui va pas. Oui, et puis il y a des fois où en fait juste je fais parce que moi souvent j'ai plusieurs jeux à présenter et des fois juste au pitch l'éditeur ou Yann va me dire non bah ça va pas nous intéresser donc bon bah voilà hop on passe à autre chose et si jamais dans le pitch il y a un truc qui l'intéresse bah là je vais pouvoir sortir le jeu et puis mettre un petit peu le jeu en place pour faire une simulation de partie, montrer un petit peu comment ça se présente un petit peu plus pour avoir très rapidement l'idée du jeu et commencer à expliquer un peu plus les règles. Il y a Euh, il y a une ouais. phrase qui résume ça assez bien, c'est que la présentation de proto, c'est pas un sprint, c'est une course de fond et vraiment, vous allez enfin, ça a dû déjà arriver. Encore une fois, c'est que des exemples, mais c'est extrêmement rare que vous arriviez à présenter votre proto la première fois et que vous le vendiez immédiatement. Prenez tout ce qu'il y a comme entraînement. C'est bon pour vous. Prenez les informations. N'essayez pas d'imposer la vision que vous avez avec votre jeu. Si l'éditeur l'a compris ou s'il la veut, il l'apprendra. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Essayez avant tout de passer un bon moment humain, de rencontrer quelqu'un, de garder le contact parce que plus ça se passe bien, plus il aura envie de vous revoir pour voir d'autres projets. Essayez de ne pas avoir un seul projet non plus sous le coude, c'est toujours bien d'en avoir. Il y a un truc dont on n'avait pas parlé, je crois, c'était, le fait qu'il y a certains, auteurs qui arrivent avec des catalogues
à peu près comme ça, hein, de feuilles plastifiées. Il y a entre 50 et 100 prototypes de jeux et le début du rendez-vous se passe comme ça. Non, 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 oui et là, chaque fois qu'on dit oui, l'auteur met le jeu de côté en se disant: «OK, on va peut-être ouvrir la boîte après. Non, 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 oui, non, 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 oui, non, 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 non» et ensuite, on va passer la demi-heure d'après à creuser un petit peu chaque jeu pour voir plus en détail ce qu'il y a dedans et ensuite sur l'intégralité, il y en aura peut-être un sur lequel on va passer la dernière demi-heure à dire: «OK, celui-là, comment il se joue? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi comme matériel à l'intérieur?» Ça existe. Il y en a qui travaillent comme ça. Et vous pouvez reproposer un proto à un éditeur, mais à une condition, c'est qu'il y ait des changements et les changements dont vous avez parlé ensemble. Ne reproposez pas le même proto à un éditeur. J'ai déjà eu ça plus d'une fois. Les mecs viennent, très sympa, ça se passe super bien et tout. Il y a des idées intéressantes, on fait des retours. L'année d'après, on se retrouve, c'est quasiment le même proto en fait. Les changements que vous opérez sur vos protos pour les représenter, ils doivent être flagrants. Si on vous dit qu'il y a besoin de changement, n'essayez pas de tourner autour de ce que vous avez. Il faut de gros changements pour représenter le même jeu à un même éditeur. Et aussi, justement, quand on fait les rendez-vous comme ça avec les éditeurs, c'est intéressant d'écouter les retours. Il faut pas chercher à convaincre parce que s'il a pris cette décision, en fait, ça sert à rien de dire non, mais en fait, regarde, parce que bah, ça, si on peut le changer et d'essayer de trouver des solutions tout de suite, c'est pas le moment et ça fait bricolage et c'est pas productif. Ça fonctionnera pas a priori. Je crois que ça va jamais fonctionner. Tu as super raison. Voilà. Un éditeur peut avoir 1 milliard de raisons de dire non et il faut pas s'offusquer, c'est pas grave. Là où vous devez vraiment commencer à vous poser des questions, c'est s'il dit oui. S'il Oui, et puis dit: «Je veux creuser plus loin», c'est là où ça devient intéressant ouais. pour vous. Et pareil, si vous faites plusieurs rendez-vous et que vous avez plusieurs fois les mêmes retours en fait qui arrivent, bah, à un moment donné, il faut aussi vous. Oh là, ils vont me défoncer la porte. Il faut aussi, ouais, je te jure, il faut aussi vous prendre un petit peu de recul sur vos yeux et dire bah ok, je l'ai présenté 10 fois, pendant 6 fois on m'a fait la même remarque. Donc peut-être qu'il y a un truc qu'il faut que je modifie à ce niveau-là et ça pourra que améliorer en fait votre jeu. Après, il y a des fois où on est confronté à des choix en fait quand on fait son jeu. On se dit bah voilà, j'ai le choix entre faire ça ou ça. Bah moi j'ai plutôt envie d'orienter mon jeu vers ça, mais c'est un choix personnel. Et voilà qui va peut-être pas être le choix qu'aurait fait l'éditeur ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais du coup, il faut vous dire que à un moment donné, il faut se dire, bah, peut-être que j'ai pas pris la bonne orientation. Alors peut-être que c'est pas ça qui est dans la tendance ou dans ce qui est attendu. Et voilà, il faut savoir aussi à un moment donné, bah, se remettre un petit peu en question et remettre les choses à plat. Complètement, ou peut-être que tout simplement le jeu n'est pas destiné à être édité. Ça en fait pas forcément un mauvais jeu, c'est ce que je me tue à répéter. Mm. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des trucs qui sont juste inéditables parce qu'ils parlent à des groupes trop petits et que les intentions sont trop compliquées à transmettre. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que c'est pas vendable. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Ça peut être revendu sous forme d'animation ou autre, mais il y a juste des trucs qui sont pas faits pour être édités, en tout cas pas au moment où ils sont présentés et pour ça, gardez toujours vos anciens protos parce que sur un malentendu alors par contre notez, ceux à qui vous l'avez présenté parce que, 2 fois la même blague, j'ai souvent des auteurs qui oublient, qui m'ont déjà présenté des jeux, puis je fais: «Non, ça j'ai déjà vu, il y a pas de problème». Mais gardez-les de côté parce qu'ils peuvent resservir plus tard à un moment où la mode est, la mode, les comment? L'ouverture à ce type de jeu sera peut-être plus large et à ce moment-là, ça vaudra peut-être le coup de le ressortir avec l'expérience que vous aurez, derrière aussi. Par rapport là au rendez-vous, du coup, là, sur cette slide, en fait, l'idée, c'est que vous avez peut-être fait une première prise de contact lors d'un festival.
Donc vous avez maintenant les contacts de la bonne personne qui s'occupe du sourcing et qui pourra réellement regarder votre jeu. Et donc si vous avez réussi à avoir ce contact-là, et peut-être vous avez même déjà pitché un petit peu votre jeu et que l'éditeur a montré de l'intérêt, vous pouvez donc par la suite proposer en fait par email d'en montrer un petit peu plus. Souvent, quand il y a un festival, il faut laisser à peu près le même temps derrière pour que l'éditeur en fait revienne, se remette de son festival parce que lui aussi il va être fatigué. Vous imaginez un sourceur qui entend 15 pitchs de jeu par jour et tout, c'est fatigant. Comme pour nous, c'est fatigant d'aller présenter et tout. Donc laisser toujours quelques jours de repos et que la personne se remette un petit peu. Et ensuite, bah, vous pouvez relancer un petit peu dans le mail en disant, bah voilà, on s'est rencontrés à tel festival et puis je t'avais parlé un petit peu de mon jeu. Du coup, bah voilà, hop, vous pouvez remettre le pitch. Mais surtout dans un premier mail, moi ce que je fais, c'est que je vais surtout pas donner toutes les informations. Moi, j'ai besoin de savoir que mon mail, déjà, non seulement il a trouvé un interlocuteur, donc maintenant ça c'est fait parce que j'ai les bons contacts, mais malgré ça, j'ai quand même besoin de savoir que mon mail a été lu, parce que des fois ils reçoivent plein de mails et même s'ils me connaissent, mon mail il passe un peu à la trappe ou il n'est pas prioritaire par rapport à d'autres choses qu'ils ont à faire, donc il est mis de côté. Et moi, j'ai besoin en fait de savoir que mon mail a été pris en compte. Donc c'est pour ça que je vais pitcher, je vais donner quelques informations sur le ou les jeux que j'ai envie de présenter, en étant très concis, parce que l'idée c'est que mon mail il soit lu en 2 minutes maximum, parce qu'ils ont aussi d'autres choses à faire que de lire 15 000 mails, même s'ils en reçoivent 15 000, il faut qu'ils passent le moins de temps possible dessus, et que ce soit du coup tout de suite percutant. Et donc bah, j'essaye un peu de faire comme un teasing, quoi, et de dire, bah voilà, je présente mon jeu, tac, tac, et puis bon, il y a quelques effets spéciaux, des petits trucs particuliers qui peuvent arriver. Et je peux éventuellement mettre une petite vidéo de présentation, mais très rapide, juste pour que l'éditeur se fasse une idée, comme disait Yann tout à l'heure, du matériel qu'il y a. C'est ça qui va être important. C'est que dans la vidéo, il va voir concrètement le matériel qui est mis en place et du coup sur une table, bah, la place que ça prend et l'effet que ça peut éventuellement donner. Je vais lui préciser donc bah, la cible, quel âge c'est, le nombre de joueurs, la durée de partie et la mécanique principale. Ensuite, en fait, si l'éditeur, j'ai réussi un petit peu à lui attiser la curiosité, eh ben, il va me renvoyer un email en me demandant du coup un petit peu plus. Et donc, c'est là où je vais pouvoir renvoyer un mail, cette fois-ci plus complet, où du coup, là, je vais pouvoir intégrer les règles du jeu, ou alors je vais pouvoir intégrer une vidéo, mais cette fois-ci, une vidéo de présentation un peu plus étoffée qui va durer plutôt là 5 minutes parce que je vais expliquer un petit peu plus la manière de jouer en restant quand même très succinct, hein, mais on va pas rentrer dans tous les détails. Mais en tout cas, il y a un petit peu la manière dont ça se joue à table. Et après, bah, s'il veut en savoir un peu plus, il y a toujours les règles et éventuellement, il peut me demander d'envoyer un proto. Mais je pense que vraiment l'idée importante, c'est j'envoie un email, je veux savoir qu'il y a un retour. Et donc pour ça, je vais pas balancer toutes les informations. Je vous dis ça parce que, par exemple, moi, à la Sage, là, dans l'email, il y a des gens, ils savent pas en fait ce qu'on fait. Ils pensent qu'on édite des jeux. Et j'ai reçu un mail où la personne se présente même pas. Elle m'a balancé un mail qui fait 2 pages. Et ensuite, j'avais, je sais plus, peut-être 10 ou 15 PDF à ouvrir avec des cartes, des tours de jeu, des règles, des ceci, des cela. Ah ouais, t'as Et été patient, hein. Et moi, c'est Ouah, direct à la poubelle, les mails non, là, hein. mais moi, évidemment, ça m'arrive jamais. Donc, du coup, j'étais curieux de voir que, donc, j'imagine bien qu'un éditeur, il passe pas du tout de temps là-dessus et que c'est tout de suite rédhibitoire, quoi, de voir un truc avec tout ce flot d'informations. Donc, voilà, c'est pour ça, allez-y par étapes. Et vraiment, c'est toujours mieux quand l'éditeur vous connaît, vous a déjà vu, même si vous connaît pas, parce que vous n'avez pas beaucoup discuté, mais
au moins quand vous envoyez un mail, il peut remettre un petit peu Mm. votre visage et vous resituer. Donc n'hésitez pas à dire on s'est Soit- vu et à cette ouais, occasion. soyez court, concis et n'hésitez pas à donner une question claire de ce que vous attendez à la fin. Vous pouvez également planter des petits pièges. Alors, il y a quelques techniques qui marchent assez bien. Alors, la relance, effectivement, pas trop vite, surtout s'il n'y a pas eu d'intérêt pour vos prototypes. Par contre, gardez le mail, la note du rendez-vous que vous avez fait, parce que vous pouvez relancer sur un prochain salon en disant: «Hey, est-ce que tu seras à ce salon? J'ai retravaillé machin ou alors j'ai un nouveau jeu» et là, ça sera le bon moment de relancer. Mais si vous n'avez pas senti qu'il y avait, un intérêt quelconque, ça sert à rien de relancer, mais par contre, notez bien et essayez de reprendre rendez-vous sur un autre salon ou à un autre moment pour pouvoir avancer là-dessus. N'hésitez pas aussi à donner des noms hyper clairs à vos projets. On vous demande pas de donner un titre au prochain, épisode de Game of Thrones. Donner des choses qui permettent d'avoir un retour mnémotechnique hyper rapide. Je me souviens notamment, alors du coup, c'est, comment il s'appelle déjà? J'arrête pas d'oublier son nom. Il y avait un auteur qui m'avait balancé un jeu qui s'appelait Balaya. J'ai pas retenu la méca, mais j'ai retenu à peu près ce qu'était le jeu et le nom et moi ça m'aide, je vois, c'est direct. Ce jeu, je sais qu'il existe et cetera et c'est ah oui, c'est toi, c'est Ludo, ouais, exact. Bah oui, c'est toi et ça aide vachement. Alors que si ça s'appelle, l'Empire des Cendres 495 ou un nom hyper compliqué d'un truc japonais, machin et tout, putain, mais travaillons juste efficacement sur des moyens mnémotechniques faciles. Si vous arrivez en me disant: «Eh, c'est moi le jeu avec les petits cochons et machin» ou alors: «Eh, c'est moi le jeu avec», pas de problème, ça viendra, mais essayez d'être efficace là-dessus. Un nom, c'est pas un titre, c'est vraiment nommer votre jeu. Donnez-lui un nom, pas forcément un titre. Après, c'est mieux si vous avez un super titre, évidemment, mais Oui, mais pour information, aucun de mes jeux édités n'a gardé le titre que je lui avais donné, hein. non, Donc, mais parce qu'en plus, toi, tu as il faut pas se un autre point focaliser fort. là-dessus. Tu as un autre point fort, c'est que s'il y a une vraie originalité, le nom du jeu par lequel on se souvient, ça va devenir, le nom par lequel on parle. Par exemple, tu proposes un jeu avec des billes, bah, tiens, ah oui, c'est le jeu des billes. Voilà, tout Hmm. simplement. Tu es bon Mais en jeu, mais voilà. mauvais en titre. Mais voilà, vous focalisez pas sur le nom du jeu, il est très très rarement conservé. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit effectivement assez explicite. Fonctionnez sur l'attaque mentale. On doit essayer de se rappeler de vous et comme je disais juste avant, pardon, Mm. parce que j'avais pas fini là-dessus, demandez quelque chose d'efficace par mail. Si c'est juste pour dire: «On s'est vu, je t'ai présenté ces protos, qu'est-ce que tu en penses?» bah, en fait, il vous l'a déjà fait pendant le rendez-vous. Donc soyez toujours force de proposition. C'est: «Bah, écoute, j'avais ce proto-là, ça t'intéressait, tu m'as pas dit si tu voulais les règles» et là, vous attendez, «Est-ce que je te les envoie ou pas?» Oui, non. Ça vous permettra au moins d'avoir quelque chose de clair. Est-ce que là, ce jeu-là, je t'ai laissé un proto, est-ce que tu as des retours à faire dessus? Dans 80 des cas, vous aurez pas de retour, mais c'est pas parce que, c'est contre vous ou contre c'est parce qu'on voit tellement de jeux, il est presque impossible de tout retenir et de se rappeler et de relancer les gens et surtout quand autant de jeux n'ont pas retenu votre attention et encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est juste parce qu'on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. C'est ce que j'allais dire, c'est non seulement il y a plus de 1000 jeux par an qui sortent juste en France, mais c'était Gigamic qui avait donné les chiffres là il y a 2 ans. Il disait par an, ils ont plus de 1200 propositions de jeux. Donc forcément, quand on est là-dedans, il faut que on sorte du lot et qu'il y ait quelque chose qui fasse que voilà, notre jeu il doit se démarquer des autres ou quand on a fait la présentation, ça se démarque. Parce que c'est pareil, quand nous on va faire une présentation, si on a un pitch qui va être percutant, une phrase d'accroche percutante, derrière, l'éditeur, quand lui aussi va faire son entretien, parce que lui aussi va faire un entretien comme nous on fait avec l'éditeur, mais cette fois-ci lui avec son distributeur, il va pouvoir aussi réutiliser ces phrases-là et ces accroches et les choses comme ça. Donc on peut aussi leur mâcher le travail pour indirectement toucher le distributeur parce que
on aura déjà fait nous bien notre taf déjà de cibler le bon éditeur, c'est notre travail, et en plus d'avoir un pitch qui va être percutant pour se démarquer. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus évident d'aller vendre et d'aller pitcher des jeux qui vont être un peu des jeux enfants, des jeux familiaux, des jeux un petit peu rapides, parce que ça se pitch aussi rapidement, et puis il y a le petit truc original, le petit twist, comme on dit, qui va permettre de faire cette différence-là. Si on a un jeu qui est plus initié, voire expert, bah forcément, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué dans ces cas-là de se démarquer, puis le marché est aussi plus fermé. Ouais. Rappelez-vous que vous devez être votre commercial. Vous littéralement, vous vendez une idée. Donc, essayez d'être. N'oubliez pas non plus qu'il y a une espèce de dilution de l'information. C'est-à-dire que si vous commencez en expliquant, alors voilà, c'est un jeu qui se passe. Je sais pas pourquoi je suis là-dessus en ce moment, mais parce que j'en ai plein le cul en fait des protos sur le Japon médiéval. Mais bon, mettons. C'est un jeu sur le Japon médiéval, machin. Du coup, tout va se diluer et à la fin, ça va rester. Ben, c'est un jeu, on a 3 cartes, j'ai 2 cartes et on se les échange. Et c'est tout ce qui va rester dessus et ça va pas être enveloppant. C'est pareil, vous avez 2 manières enfin 2, sans doute plus, mais il y a 2 manières de présenter un jeu. Et si tu parles, par exemple, d'un jeu d'affrontement, 2 joueurs, où tu vas déplacer des pièces jusqu'à avoir éliminé ton adversaire, ça, c'est une façon de présenter les échecs et tu as l'autre façon qui est, il suffit d'aller tuer le roi. Et là, après, tu peux creuser. Et ben, le fait de tuer le roi est peut-être une meilleure définition pour pas mal pour certains éditeurs que l'autre. Tout dépend aussi de qui vous approchez. Les TCG, c'est de l'initié ou de l'expert? C'est de l'initié expert avec beaucoup d'argent, c'est SP+. Je voulais aussi juste rajouter, alors pour ceux qui débutent, parce que je connais pas le niveau de tous ceux là qui sont présents ici et on va dire leur implication déjà en festival ou comment ils ont tourné et tout. Mais au début, moi, ce qui me faisait peur, c'était de montrer mes jeux. Voilà, j'avais un jeu, bah, notamment mon premier jeu en fait, qui avait vraiment une originalité puisque c'est un jeu qui jouait avec des glaçons. Et du coup, le but du jeu, c'était ça, c'était vraiment de jouer avec un vrai glaçon qui fondait et d'atteindre l'arrivée avant d'être fondu. Et en fait, j'avais peur de pitcher mon jeu parce que j'avais peur qu'on me prenne l'idée parce que finalement, l'idée, elle était facilement possible une fois que tu as l'idée de jouer avec des glaçons, de les faire fondre et tout, c'est plus facile de faire un jeu, on va dire, autour. Et moi, j'avais peur de ça. Et en fait, alors malheureusement, dans le jeu, on peut pas protéger un jeu, etc. Mais par contre, on va avoir justement les droits d'auteur et le fait de présenter notre jeu à du monde, à plein de monde, à des éditeurs, à d'autres auteurs, à du public, etc. En fait, ça montre que c'est nous l'auteur et finalement nos droits d'auteur ils sont induits et ils sont connus. Tout le monde sait que ah bah Olivier c'est celui qui a fait le jeu du glaçon. Et bah du coup, s'il y a quelqu'un d'autre qui va sortir un jeu avec des glaçons, ben là il va y avoir des suspicions quand même de plagiat et Ouais, je comprends. Alors, autant je comprends le début de ton raisonnement, mais c'est bien qu'on ait un petit débat là-dessus. Je comprends le début de ton raisonnement, qui est très clair et pour moi très sain. C'est la meilleure façon de protéger une idée, c'est de la présenter à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Par contre, pour l'histoire du plagiat, c'est toujours délicat parce qu'il y a souvent des choses, on a l'impression que c'est une bonne idée, qu'elle est unique et qu'après on s'est fait piquer, mais il y a quand même bien souvent ce concept, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est 2 idées exactement identiques, complètement révolutionnaires, mais ouais, à 2 endroits dans le monde et quasiment en même temps. Finalement, ça arrive souvent parce qu'on est quand même abreuvé un peu des mêmes références. Oui, mais c'est pas qu'une histoire d'air bien du sûr. temps. Il Ouais. y a une espèce de, il y a quelque chose de presque quantique là-dedans. Et voilà, il y a parfois, il y a des suspicions de copies qui sont assez dures sur des trucs qui sont juste accidentels. Et des fois, il y en a clairement qui se font voler des mécaniques, mais comme ça ne ressemble pas à ce que eux avaient projeté, bah du coup, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est toujours hyper délicat. Mais clairement, la meilleure protection, clairement de mon point de vue, c'est de le présenter au maximum parce que sachez qu'entre éditeurs, évidemment, les distributeurs, on parle entre nous. Quand on a vu un jeu avec des glaçons, ben, tout le monde sait d'où ça vient après. Mais surtout, enfin, faut pas oublier, c'est que, alors je suis d'accord hein, sur le fait qu'on peut avoir des idées identiques à des endroits différents, mais
Évidemment, si ça se passe et que la personne elle est aux États-Unis, que moi je suis en France, qu'on ne s'est jamais rencontré, que voilà, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de débat en fait. Mais si c'est quelqu'un, bah, par exemple, qui a la LIF aussi, qui va sortir un jeu avec des glaçons, par contre, il y aura un peu plus de problèmes et de suspicions. Mais ce que je voulais dire, c'est plus du côté, en tout cas, de l'éditeur. Un éditeur n'a aucun intérêt à vous squeezer, à prendre votre idée et à le développer de son côté. Parce qu'il risque plus du bad buzz qu'autre chose, parce que ça reste quand même un petit milieu. Et à partir du moment où vous présentez un jeu à un éditeur et que lui il va sortir le jeu finalement que vous lui avez présenté, mais sans avoir signé de contrat avec vous, voilà, ça s'est déjà vu et du coup ça se retourne contre, Un contre éditeur l'éditeur. préférera avoir une idée par lui-même, même si elle est moins bonne que la vôtre. Oui, et puis c'est pas ce qu'on coûte aux éditeurs Non, qu'ils vont risquer en fait de de faire ça. oui, tout à fait. Euh, on va rentrer du coup là, on va avoir la chance en fait avec la liste d'avoir un rendez-vous direct là qui est pris donc avec des éditeurs qui vont donc venir à nous. Voilà, au lieu qu'on aille les rencontrer en festival, c'est eux là qui vont venir à nous. Et alors, il va y avoir des éditeurs différents, donc ils vont avoir forcément des attentes différentes parce qu'ils vont avoir des lignes éditoriales qui vont être différentes. Euh, et donc, il va y avoir ces fameuses sell-sheets qui vont être présentées et donc que les éditeurs vont consulter. Donc là, il va falloir, là, il y a quelques exemples de sell-sheets, mais l'idée, en fait, c'est sur un court format, du coup, en fait, en gros, c'est un dos de boîte. En gros, on peut résumer ça comme ça. C'est que l'éditeur, Mmh. il va venir, il va regarder, il va y avoir, je sais pas, 20, 30, 50 sell sheets à regarder. Il va les feuilleter, comme Yann disait tout à l'heure, là, avec un catalogue. Et en fait, il faut que, bah, il y ait quelque chose qui lui saute un petit peu aux yeux et qu'il ait envie d'en savoir un petit peu plus. Et c'est comme ça, en fait, que les jeux vont être sélectionnés pour ensuite avoir un rendez-vous en face à face pour justement creuser un petit peu plus. Euh, donc pour faire ces sell sheets, c'est vraiment faut regarder un dos de boîte comment il est fait et en fait vous avez déjà quasiment toutes les informations parce que ce que va rechercher l'éditeur, comme disait Yann, c'est déjà un titre qui permet bah, soit de s'en rappeler ou de faire tout de suite le lien avec le jeu, d'avoir le public, l'âge, la tranche d'âge en fait qui va être ciblé. Ça peut être aussi déjà de dire si c'est un jeu plutôt enfant, familial, initié, de donner aux experts, de donner la catégorie pour que bah voilà, s'il y a Ozu qui vient, bah ils vont pas aller regarder les jeux experts ni initiés, ça va pas les intéresser. Ensuite donc la durée de partie puis le nombre de joueurs, donc tout ça, ça va être vraiment les fondamentaux, la base du truc. Ensuite, il faut une image. Bah, Yann, il l'a bien dit tout à l'heure, c'est comme quand on fait une présentation vidéo très rapide, c'est de montrer à quoi va ressembler le jeu une fois qu'il va être sorti de sa boîte et qu'il va être posé dessus. Alors même si c'est pas beau parce que vous n'avez pas fait des belles illustrations, tout ça, ça on s'en fout, mais c'est de voir un petit peu comment ça s'étale, la place que ça prend, comment ça peut être un petit peu organisé. S'il y a un élément central, par exemple, qui peut avoir un effet waouh, donc je pense surtout là, à côté aux joues, c'est ce qu'ils aiment bien un petit peu les jeux enfants, c'est s'il y a un matériel central comme ça qui donne envie aux enfants d'y jouer, bah, c'est toujours plus intéressant pour eux. Après, évidemment, il peut y avoir des problèmes par rapport à la fabrication, etc. Mais déjà qu'il y ait ce premier effet waouh qui puisse intéresser. Et ensuite, il peut y avoir vraiment une ou deux lignes sur la petite histoire si vous voulez mettre un peu le contexte, mais sinon après c'est d'aller vraiment dans le principe du jeu un petit peu. Qu'est-ce qui fait aussi que votre jeu il est original? Parce que voilà, c'est un jeu de pli, il faut avoir le plus de points. Bon, ça donne pas très envie à partir du moment où tu vas rajouter des petits twists qui vont bah, te démarquer d'un jeu de pli où justement où il faut faire des points. Bah là, ça va peut-être donner un petit peu plus envie de creuser. Voilà. Donc c'est vraiment sur un court format
de d'autres boîtes de donner envie à l'éditeur de vous proposer un rendez-vous. Et puis après, ce sera à vous, lors de ces rendez-vous, justement, de faire vos preuves. Yann, je sais pas si tu avais autre chose à rajouter. D'accord. Et ensuite, ce rendez-vous, du coup, ça devrait être la diapo d'après, je pense. Ça va être justement notre prochaine étape, c'est de s'entraîner. Du coup, on vous propose là le 8 novembre, en fait, de faire des petits entretiens. Où vous allez venir et justement, voilà, vous avez votre rendez-vous avec l'éditeur qui connaît presque pas votre jeu puisqu'il a juste vu la selfie. Et qu'est-ce qui va me donner envie d'aller plus loin. Nous, on n'est pas là pour vous dire votre jeu il est bien ou il est pas bien. On est vraiment juste là pour vous dire au niveau de la présentation ce qui est bien, ce qui est pas bien, est-ce que vous êtes suffisamment clair. Donc vous, il faudra vous entraîner un petit peu justement dans votre pitch et finalement de donner les infos essentielles. C'est ce que je viens de vous dire, c'est que vous allez finalement donner ce qu'il y a sur votre d'autres boîtes. Quand vous allez arriver, tout de suite, vous dites, voilà, c'est un jeu qui va être coopératif, compétitif ou autre, qui s'adresse à tel âge, qui va durer tant de temps pour tel nombre de joueurs. Et n'oubliez pas de donner le nom du jeu quand même, parce qu'il faut qu'ils s'en rappellent. Et ensuite, voilà, vous allez dire, voilà, donc le jeu, on va le jouer, tac, tac, vous expliquer un petit peu la manière de jouer sans rentrer trop dans les détails. Moi, j'ai un jeu, par exemple, quand je l'ai présenté, en fait, je donnais vraiment la base du jeu. Et puis, à un moment, j'étais tombé sur une carte et je lui dis, ça, c'est une carte spéciale, je t'en parlerai plus tard. Parce que pour l'instant, c'était pas essentiel qu'il sache à quoi ça sert. Ce qui était important, c'est qu'il sache comment ça va se jouer. Et ensuite, en plus, ça lui donne envie de dire, il y a des cartes spéciales, ok, j'ai envie de savoir après ce que ça va rajouter, ces cartes spéciales, et en quoi ça va modifier un petit peu le cours du jeu, et ce que ça va amener comme plus-value au niveau du jeu. Donc voilà, ne rentrez pas dans tous les détails, expliquez juste vraiment rapidement comment on joue, et ensuite en jouant, vous pouvez montrer des petits twists en plus qui existent. La sell sheet, c'est vraiment. Alors, faudrait quand même trouver un terme français. Ça me gave, j'utilise l'anglais pour ça, alors qu'on en fout partout. Mais bon, en gros, c'est la fiche de vente, c'est ça. Mais j'aime pas trop ce terme de vente non plus. Enfin, La bref. fiche produit. La fiche produit, ouais, mais c'est produit, tu vois. Ça m'emmerde Ouais, toujours mais avec l'aspect. c'est Mais comme bon, ça que bref, ça s'appelle. en gros, c'est ça. Et c'est vraiment le tout premier document que vous devez transmettre sur un jeu en dehors de vos premiers mots lorsque vous présentez le jeu. Sell sheet, c'est exactement ce que disait Olivier juste avant, c'est la quatrième de coupe. Vous prenez le dos d'une boîte, n'importe laquelle, et à l'arrière, tiens, n'importe laquelle, ça tombe bien. Et derrière, vous avez exactement les points, un petit pitch, le bordel et toutes les infos pratiques. Ça, c'est vraiment la base de la base. Ça va être très cool de faire ce rendez-vous, de vous voir en réel et puis de pouvoir faire des simulations de rendez-vous auteurs. N'oubliez pas qu'on va être cool, soft et qu'on va vous écouter jusqu'au bout. S'il y en a qui veulent passer par une méthode hardcore, on pourra voir plus tard. Mais il serait possible ça. Est-ce que ça intéresserait certains de voir comment se passe un vrai crash test quand on reçoit un auteur qui nous présente quelque chose qui ne nous intéresse pas et que le rendez-vous dure environ 5 secondes? Ça pourrait être aussi intéressant. Ça peut être très violent, vaut mieux y être préparé parfois. Mais en fait, tout simplement, des fois, ça colle pas. Et après, le problème, c'est qu'on peut argumenter pendant des heures parce que ça va correspondre à l'expérience de chacun, mais ça peut faire mal, ouais. Ouais, tu déjà fait, tu vois, oui, ça fait mal. Mais c'est pas grave, ça reste du business. Alors, là, la différence, c'est que comme on représente pas une maison d'édition, finalement, on est les maisons d'édition, on va représenter les maisons d'édition, donc potentiellement tous les jeux peuvent nous intéresser. Donc on pourra pas, je pense, être aussi. Non, bien sûr, mais c'était pour bien marquer qu'il y avait aussi une différence avec la réalité. Il y a le côté poli
qu'on va faire là et qui existe dans la plupart des cas, mais il y a aussi le côté hardcore qui, parfois, Bien peut sûr. être assez douloureux, ouais. Après, c'est aussi intéressant de pas venir juste pour passer soi et faire sa présentation à soi et puis basta. C'est bien aussi de voir quelques autres présentations parce que en plus on va vous faire des retours en direct, donc comme ça vous verrez ce qui est bien, ce qui est pas bien. Vous allez aussi vous rendre compte de certaines choses, de la manière dont peut-être vous vous tenez ou quelqu'un qui du coup est pas assez clair dans ses propos ou voilà des choses comme ça. Quand on est nerveux, on peut aussi avoir des tics de langage ou voilà. C'est pas très grave parce que c'est pas ce qui est essentiel quand on fait une présentation. Mais quand on le sait, en fait, c'est bien aussi de travailler dessus pour Oui. éviter justement tout ce qui est parasite et pour faire en sorte que votre interlocuteur, il se focalise vraiment que sur le jeu et pas sur autre chose. Alors après, attention, mais tu as complètement raison, il faut faire vachement attention à ça. C'est un excellent exercice de communication et surtout ne vous prenez pas la tête sur, l'aspect de vos doigts, le fait que vous trembliez, que vous avez du mal à trouver vos mots. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de prendre le temps du moment que c'est fait, humainement et intelligemment. C'est vraiment le seul truc qui compte, quoi. On a des gens qui viennent de tout horizon, qui ont, des tics, des tocs, et cetera. Moi-même, j'en ai. Enfin, on vit avec, on est vraiment là pour le jeu avant tout. Ne vous focalisez pas sur: «Est-ce que vous êtes bien coiffé? Est-ce que machin et tout?» Ça ira. Ayez juste une bonne hygiène corporelle, ça sera largement suffisant. Et n'oubliez pas le, en fait, la star entre guillemets du moment, c'est vraiment le jeu, quoi. Donc c'est vraiment le jeu qui doit être au centre de tout ce que vous allez faire. C'est lui qu'il faut réussir à mettre en valeur. Donc voilà, c'est très bien d'arriver, de dire bonjour, qui est voilà quelque chose de sympathique et justement d'humain qui se passe, parce qu'on est dans une relation humaine quand on fait un entretien. Mais après, il faut pas oublier, c'est que vous êtes là pour vendre entre guillemets un jeu finalement. Tout Donc à fait et c'est vraiment je dirais lui même plus qui qu'un jeu, vous vendez vraiment une expérience, quoi, sur le coup. Sur le coup. N'oubliez pas un truc aussi, ne mettez jamais en exergue les défauts, on les voit en fait. Quand vous dites: «Bah, ça tient pas, mais si c'était fait en plastique», oui, on le sait, il y a pas de problème. «Ah bah, ça, cette carte-là, elle marche pas», bah, c'est pas grave, on est en train de enlève-la, on s'en fout, vas-y, fous-la de côté, Ce qui compte, c'est vraiment les impressions et les sensations, de jeu, Mm. qu'on peut avoir avec vous. Mais on n'est pas sur du réglage, on sait très bien qu'on peut faire du matériel pour que les choses rentrent mieux. On n'est pas en train d'éditer, on est en train de voir s'il y aurait un intérêt à l'éditer et Et la démarche est complètement différente. je donnerai un dernier conseil avant qu'on passe aux questions-réponses parce on va largement déborder, je pense. Ouais, je fais juste une parenthèse, je suis pas sûr qu'on aura de questions-réponses à mon avis, après Ok. ce dernier point. Je pense qu'on s'arrêtera là, on conclura et s'il y a des Bon, questions, ça sera pour après. bon, ok. C'était juste pour dire que quand vous faites votre proto, en fait, alors il y en a qui aiment bien faire un beau proto tout joli, tout ça. Sachez en fait que c'est pas l'essentiel. Euh, Déjà parce que l'éditeur, il peut très largement se projeter et des fois il se projette plus facilement si c'est moins fort justement au niveau graphique, etc. On va pas parler forcément du débat avec les IA, voilà. Euh, mais en tout cas, faites quelque chose qui soit agréable à jouer. Dans le sens où, si vous avez un jeu, par exemple un jeu de pli ou un jeu où il faut manipuler les cartes, etc., ne faites pas juste des morceaux de papier qui sont découpés et ça glisse pas, etc. Il faut que ce soit au moins slivé, voire plastifié pour que la distribution soit facile, que la manipulation des cartes soit facile et que ça déjà ce soit pas un premier frein en fait à l'expérience de jeu que vous allez proposer. Parce que c'est comme dans beaucoup de choses, si vous avez on vous propose un livre et que vous lisez un livre et qu'il y a plein de fautes d'orthographe, en fait le fond finalement va être moins visible que la forme parce que c'est pas agréable. Et là, pareil, quand on joue, si on n'a pas quelque chose qui est agréable
à jouer, ben finalement, on se focalise aussi un peu plus là-dessus et ça prend le pas sur le fond. Alors que le jeu est peut-être très bien, mais vous allez finalement vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Tout seul. Comme dit Ludo, proto-opérationnel et surtout, s'il vous plaît, que les cartes soient déjà triées. Préparez ça avant le rendez-vous. Vous les mettez ensemble et vous faites, tiens, ça c'est ton tas, s'il y a besoin de cartes ou autre. Mais ouais, vraiment, que ça Ah soit ouais, il prêt y à a, jouer. il y a, ouais, il y a deux choses. Faites des PAJ, des prêts à jouer, j'aime bien ce terme. Alors, moi, je fais souvent, je mets quand j'ai plusieurs cartes à montrer, je les mets de côté pour justement les présenter, ou s'il faut que je fasse une démonstration, que je puisse avoir déjà mes trucs préparés, comme ça, c'est mis en place très rapidement. Par contre, il y a quelques éditeurs qui aiment bien justement avoir une première partie qui ne soit pas faussée et qui vont prendre le jeu de cartes, par exemple, si c'est avec des cartes, et qui vont le mélanger pour être sûr que justement, t'as pas déjà préparé le jeu pour que tu aies le, une bonne sensation tout de suite, mais qui est vraiment liée à cette distribution de cartes. Et finalement, tu dois, quel que soit le mélange des cartes, retrouver une bonne expérience de jeu. Il y a Donc, Alex voilà. qui disait juste avant, si tu mets juste un mot sur ce que ça devrait être sur l'illustration à la place du dessin, ça se fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux vous présenter. Ça, c'est un proto de Rainer Knizia. Rainer Knizia, qui est grand auteur de jeux allemand. Hein. Voilà, il y a ça et les règles en PDF à côté. On a juste besoin de jouer en fait. Vous prenez pas la tête sur les visuels. Si vous y prenez du plaisir, c'est bien, allez-y. Franchement, allez-y. Mais que ça desserve pas votre jeu et que vous ne perdiez pas du temps non plus. On est bon? Je pense qu'on est bon. Je sais pas s'il y a un dernier truc à dire avant de conclure ou si on s'arrête là. Une question brûlante pour quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu les questions-réponses au fur et à mesure. Ouais. Donc, je pense que Mais c'est juste, Pardon, vas-y. j'allais dire, c'est vraiment quand, enfin, pour moi, les points clés, c'est aller en festival, rencontrer les éditeurs vraiment visuels qui sachent qui vous êtes. Comme ça, quand vous allez envoyer un mail, ils vont vous remettre et vous pourrez resituer dans un contexte. Quand vous faites une première prise de contact ou suite à un rendez-vous ou quoi, laissez passer un petit peu de temps et ensuite donnez quelques infos. Alors, si pendant le, la présentation, il vous dit ouais, ton jeu il m'intéresse et tout, et qu'il vous demande un print and play, des règles ou quoi que ce soit, vous donnez évidemment tout ce qu'il vous a demandé. Mais sinon, n'hésitez pas, c'est quand vous voulez juste faire une présentation, si vous n'êtes pas déplacé en festival et que vous voulez présenter un jeu par par mail, de voilà, de faire juste de quoi en fait donner envie et de voir si bah, si l'éditeur est plutôt hypé parce que vous lui avez dit et qu'il a envie d'aller plus loin ou pas. Et ensuite, si vous faites un rendez-vous en physique avec un éditeur, n'oubliez pas que vous êtes avec des humains face à vous, donc parlez-leur simplement et il faut que vous ayez un pic. Il faut vraiment Je vais, je que vais, le je premier truc vais, il soit travaillé. je vais te laisser clore, Olivier, parce qu'il faut que j'y aille, mais je rebondissais juste sur la question de l'un côté. Il n'y a pas de modèle de sell sheet. Prenez les d'autres boîtes. C'est super simple. Un léger pitch qui explique le jeu. 3, 4, 5, 6 points de règle selon le storytelling. Vous prenez le début de votre jeu. Qu'est-ce qui se passe au début? Qu'est-ce qui doit arriver à la fin au niveau du but? Et les infos techniques, nombre de joueurs qu'on a dit avant. Regardez le dos des boîtes. Regardez le dos des boîtes, c'est la structure à peu près. Il n'y a pas de structure type. Ça dépend du storytelling, de ce que vous voulez raconter, de la façon dont vous voulez partager votre jeu. Mais en gros, c'est ça. Une baseline avec en gros le concept, 4-5 points importants autour de votre d'une vue de votre jeu globalement. Et peut-être une petite explication supplémentaire ou un peu de détails de storytelling. Mais elles se ressemblent toutes, les sell sheets, tout en étant toutes complètement différentes. Ça dépend complètement de votre jeu. Je vous souhaite une bonne soirée. Faut vraiment que je file, je suis désolé. Je laisse Olivier clore là-dessus. Salut Yann, merci. merci Yann, À très c'était vite. super. Très belle Ciao. table ronde. Merci à tous. Olivier, je sais pas si tu veux conclure avant qu'on. Non, du coup, voilà, c'est juste pour essayer de résumer les quelques points et puis, enfin voilà, du coup, pour ceux qui viennent donc le 8 novembre, hein, euh, préparez Et votre petit pitch, préparez votre matériel et puis
Là-dessus, on va envoyer un petit mail avec des exemples. Je pense qu'on va en reparler, Olivier, avec Yann. Comme ça, on se met d'accord sur quels conseils donner à l'écrit. Ce sera pas ultra complet. Et comme ça, chacun peut venir avec sa self-sheet. Une feuille A4, ça suffit. Vous mettez pas la pression. Le but, c'est de faire un exercice, de s'entraîner. Ce sera bienveillant. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette table ronde. C'était super chouette, super intéressant. Et à bientôt. J'espère que tout le monde aura au moins appris des petits trucs et puis de prendre aussi confiance. Hein. C'est ça aussi qui est important, c'est d'avoir confiance en votre jeu. Si vous allez le présenter, c'est que vous avez confiance en votre jeu et allez-y quoi. On enverra un mail, je pense, pour envoyer ces infos, comme ça tout le monde les aura. Yes. Merci, bonne soirée à tous. Bonne et à toutes. soirée et à bientôt la semaine prochaine du coup. Yes, à bientôt. Allez, ciao. Ciao.